Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la CAN 2019. Les éléphants ont fait match nul face à la Guinée. C'était aujourd'hui à Conakry au stade du 28 septembre. Malgré cette parité au score, les deux pays sont qualifiés pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le prix du caoutchouc naturel n'est pas respecté, fixé à 263 francs le kilogramme. L'EVA est acheté à vil prix. Cette mévente est préjudiciable aux producteurs. Les paysans appellent au secours. Pourquoi le prix n'est pas respecté? Élément de réponse dans ce journal. Et puis en Israël, Netanyahou tente le tout pour sauver sa coalition, une coalition qui ne dispose plus que d'une très courte majorité au Parlement. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'oppose à la tenue d'élections anticipées. Il annonce une dernière tentative pour convaincre ses alliés de se rallier à sa position. Les éléphants seront à la CAN 2019. Ils ont obtenu leur ticket aujourd'hui. Notre pays a fait match nul contre la Guinée à Conakry. Un match comptant pour la 4e journée des éliminatoires. Retour sur ce match. De trouver sur sa gauche Maxime Gradel, Nicolas Pépé. Les Guinéens dans le camp ivoirien avec un petit ballon par-dessus la défense. Et attention à ne pas commettre une faute. L'ouverture du score de la Guinée. En cette 11e minute, le premier ballon cadré du Sili national. Gradel s'est repoussé, deuxième tentative avec Kessié. Ce ballon ramené. L'égalisation des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Michael Sérigeant qui n'a pas l'habitude de marquer avec les éléphants, qui permet à la Côte d'Ivoire de revenir dans ce match. Sur ce coup franc d'abord repoussé. Oui, le sociétaire de Fulham a réussi donc à tromper Ali Keita. Le match est relancé. Je vous le disais à l'instant, les acheteurs ne respectent pas le prix du kilogramme de caoutchouc naturel. Il est fixé à 263 francs le kilogramme. L'EVA acheté à des prix dérisoires. Une situation qui suscite le mécontentement des planteurs. Les explications de Noël Niagno. Nous sommes en novembre 2018. Le prix du caoutchouc en Côte d'Ivoire est de 263 francs CFA le kilogramme, prix à Pomac. Comme cela est de coutume tous les mois dans la filière EVA. Seulement voilà, sur le terrain, la réalité est tout autre. Le prix à Pomac coûte 263, mais les acheteurs payent 150 francs le kilo. C'est les exportateurs qui installent des ponts dans des différents coins, qui achètent directement avec les planteurs. Au lieu de l'acheter au prix à Pomac, ils achètent à des prix dérisoires. Depuis quelque temps, de nouveaux opérateurs sont apparus dans la filière EVA et leurs activités ne se déroulent pas sans causer de réels problèmes aux producteurs. Le romain où nos parents prenaient pour payer le cacao, ce n'est pas habilité à peser le caoutchouc avec. C'est des ponts comme ça qui sont habilités. Mais ces ponts aussi ne sont pas fiables. Moi, je peux avoir 1,5 tonne à packager. Ici, je viens, je peux avoir 1,4 tonne. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a un autre problème encore, ce que nous constatons, c'est le problème du vol. Il y a des personnes qui n'ont pas de champ. Mais quand même, quand ces personnes envoient des fonds de tasse, ils les payent sans problème. De leur côté, les acheteurs ne sont pas sans argument. En bon opérateur économique, leur maître mot, c'est l'intérêt. Nous sommes des petits acheteurs. Pour les exportateurs, le prix qu'ils donnent là, on est obligé de prendre ça comme ça. Si on te dit qu'on va payer le caoutchouc à 25 francs dans ta main, tu ne peux pas peut-être dire au planteur que tu vas acheter à 25 francs. Forcément, tu vas chercher au moins 5 francs ou 10 francs dessus. Donc, là-bas, si le prix à Pomac n'est pas respecté, nous, on ne peut pas respecter le prix à Pomac ici. Argument contre argument, les planteurs dans les villages n'attendent pas se laisser faire. Ils sollicitent de plus en plus les services de spécialistes pour la défense de leurs intérêts. Ce que nous comptons faire, c'est d'abord amener ces acheteurs à être des acheteurs normatifs, de respecter le prix à Pomac. Et deuxièmement, rembourser le reliquat, les prélèvements abusifs. Nous avons saisi la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons saisi le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Nous avons saisi la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La tension est palpable, mais l'espoir demeure.
Les regards sont désormais tournés vers les autorités compétentes pour une régulation beaucoup plus satisfaisante pour tous les acteurs. Ce que l'État fait dans les autres filières, nous voudrions que l'État le fasse dans la filière évicole. Parce que dans les autres filières, tous les acheteurs de riz sont traqués. On voudrait que les planteurs se mettent dans des associations, dans les coopératives, pour qu'ensemble, nous luttons contre ce fléau. La filière éveillée, on peut le dire, traverse des moments difficiles du fait d'une production au-dessus des capacités de transformation des usines et de l'arrêt des exportations. Il est clair de ce fait qu'elle a besoin d'un soutien significatif. La filière a aussi besoin que les planteurs soient vigilants dans le choix des personnes physiques ou morales à qui ils vendent leur production. Le Conseil Café Cacao veut un bon rendement pour la campagne 2018-2019. Une tournée a été initiée dans les zones productrices. Elle a pour objectif de sensibiliser les producteurs sur les mesures prises pour cette campagne. L'étape de la ville de Gagnoa s'est tenue récemment. Nadia Eja et Cheikh Kone. Premier producteur mondial de cacao, certes, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers pour autant. C'est en substance le mot d'ordre du Conseil Café Cacao aux producteurs de Gagnoa. La campagne cacaoyère depuis le 1er octobre 2018, il était important que nous fassions ce tour pour remobiliser nos parents producteurs pour que le cap soit maintenu et même amélioré davantage. Pour cette campagne 2018-2019, démarrée depuis le 1er octobre dernier, le prix minimum d'achat bord champ est fixé à 750 francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire a tenu à faire en sorte que le prix bord champ fixé aux producteurs cette année connaisse une hausse par rapport à celui de la campagne dernière. Alors je pense que c'est un bond de 50 francs qui n'est pas négligeable, eu égard à tout ce que nous connaissons comme difficulté au niveau du marché mondial. Plusieurs actions ont été menées par le Conseil Café Cacao depuis sa création pour appuyer le secteur. Entre autres, le reprofilage d'environ 9000 km de pistes dans les zones productrices et la réforme visant à la relance de la filière café. Après l'étape des Gagnois, le cap sera mis sur les localités de Soubré et de San Pedro. Le coordonnateur du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire était l'invité du magazine de ce dimanche 13h, présenté par Hamza Diaby. Professeur Georges Quadio a parlé des dangers de ces produits pour l'homme et l'environnement. Voici un extrait de l'entretien. D'abord, avant d'aller acheter un produit, un pesticide, le paysan doit s'informer auprès du ministère de l'Agriculture pour avoir les informations justes sur les pesticides homologués. Évidemment, lorsqu'il va se rendre dans le magasin, l'un des premiers indices pour reconnaître un pesticide obsolète, c'est de savoir que l'écriture, c'est la langue française. Sur l'étiquette, il faut que tout soit en français. Le deuxième indicateur, c'est qu'ils sont formés par la reconnaissance à travers les couleurs des types de pesticides, les insecticides, les fongicides et les herbicides. Donc, ils ont toutes ces informations et ils sont formés à l'utilisation de ces pesticides avant même d'aller les acheter. Et formés par le ministère de l'Agriculture, l'encadrement à travers l'ANADER, à travers les firmes phytosanitaires qui les forment aussi dans leur programme d'action, ils les forment en vue d'utiliser le meilleur pesticide, le pesticide homologué. Et ce qu'il faut dire, c'est que les revendeurs et les distributeurs sont aussi formés en amont avant de tenir leur magasin. Donc, ils ont un certain nombre d'informations qu'ils doivent faire connaître aux paysans qui viennent acheter un pesticide. La direction régionale de l'enseignement de la région du Gor veut donner un enseignement de qualité pour de bons résultats scolaires. Une rencontre entre les différents acteurs de l'école vient de se tenir. Ils ont réfléchi sur les défis à relever pour un environnement scolaire apaisé. Nadia Eja et Cheikh Kone. Environ 200 personnes de la région du Gor, dont des membres du corps de l'éducation nationale ainsi que des parents d'élèves, réunis durant 2 jours. Sous l'impulsion de la direction régionale de l'éducation nationale de cette localité, ils ont planché sur les défis à relever dans le milieu scolaire pour un résultat de qualité. Nous connaissons la tendance à la perturbation et c'est notre responsabilité, nous, acteurs de l'école de cette région, de prendre des dispositions pour que toute la communauté prenne conscience du danger que cet état de choses présente pour l'avenir, a vu vraiment de sortir de ces difficultés.
Un exercice mené à bien par les participants, avec à la clé des propositions pour l'amélioration de l'environnement scolaire. Les résultats des travaux me font penser que nous allons arriver à juguler les crises répétées dans les écoles en général, mais dans les écoles dans notre région. Des stratégies ont été arrêtées, mais ce qui est important de dire, de souligner, et que moi, ma commission a proposé, c'est la création d'un comité de veille. Et ce comité de veille va se charger de discuter constamment avec les forces vives de l'école. L'initiative s'inscrit dans la ligne droite des objectifs que s'est fixé le ministère de tutelle pour cette année scolaire 2018-2019. Thème de l'année en cours, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Les pluies diluviennes en juin dernier avaient fait beaucoup de victimes. Les populations de certaines localités ont presque tout perdu. Le Lions Club vole au secours de ses sinistrés dans la commune d'Atekoubé. Cette organisation a fait des dons. Davy Soyo, Serge Coléa. En juin dernier, les pluies diluviennes ont fait de nombreuses victimes à Abidjan et à l'intérieur du pays, causant des morts et des déplacés. À Atekoubé, l'une des communes les plus touchées, plus de 100 sinistrés ont été enregistrés. Matené, 28 ans, a vu sa vie basculer pendant cette saison pluvieuse. Un jour, je traversais, la pluie est venue beaucoup. Moi, je n'ai pas vu voiture venir. Ce que j'ai vu, quelque chose m'a tapé fort. Je suis tombée, je me lève, les gens sont venus m'attraper. Moi, mais je ne savais pas ce qui s'est passé. Je regarde mon pied maintenant. L'autre est parti comme ça, l'autre est parti comme ça. Il a commencé à pleurer. Il dit, ah mon Dieu, moi je n'ai pas de pieds. Et puis regarde ce qui m'est arrivé encore. Et mon Dieu. Le Lions Club, en collaboration avec la Croix-Rouge, décide d'apporter un peu de sourire aux populations d'Atekoubé. Des vivres et des non-vivres constitués essentiellement de riz, d'huile, de vêtements et d'ustensiles de cuisine remis à Matené et à ses camarades. Nous avons fait appel à nos fondations, que nous appelons la LCIF, qui nous a donné une subvention de 10 000 $. Alors nous sommes venus ce matin pour pouvoir apporter des vivres, des dons pour venir en aide aux populations. Nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics et nous nous appuyons sur les communautés. Nous allons où l'État ne peut pas toujours aller. Les bénéficiaires, au nombre de 120, apprécient cet élan de solidarité. Ça a été un bouffée d'oxygène pour nous. Moi, principalement, j'ai perdu ma maison. Voilà, je ne savais pas que ma maison était sous un passage d'eau et que c'était un bas-fond. Vraiment, je remercie le gouvernement, je remercie aussi la Croix-Rouge en collaboration avec Lions Club. Le représentant du maire de la commune d'Atekoubé a saisi cette tribune pour sensibiliser les populations sur la nécessité de quitter les zones à risque pour leur propre sécurité. Ce geste du Lions Club district 403A2 et de la Croix-Rouge marque le début d'une série de dons qui s'étendra sur l'ensemble du territoire. Le président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny échange avec les militants du PDCI en France. Une rencontre de mobilisation en Europe. Des militants venus de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie et des Pays-Bas. Ils sont venus témoigner leur soutien au ministre Kobina Kwasi Adjumani, président exécutif du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Ils réaffirment aussi leur adhésion au RHDP. Bailly Tagro n'est plus. Le président du Parti républicain de Côte d'Ivoire est décédé hier matin à son domicile. Il quitte donc définitivement la scène politique ivoirienne. Robert Bailly Tagro aura consacré toute sa vie à la politique. Abou Sanogo. La classe politique ivoirienne est en deuil. Robert Bailly Tagro, président du Parti républicain de Côte d'Ivoire, est décédé le samedi au petit matin à son domicile à Angré dans la commune de Cocody. Visage triste. Sous le choc, sa famille se remet difficilement de cette disparition brusque et inattendue. Mon mari n'a jamais eu la tension ni diabète. Il n'était pas malade. Il avait seulement les maux d'yeux. Il y a 5 ans, il avait eu la cataracte. Il a été opéré et on lui avait placé une rétine. Et cette rétine qui était décollée, donc il fallait traiter avant de refaire une autre opération. Donc c'est ce traitement qui suivait. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. À l'attente même au téléphone, on sentait
Aucun mal à lui. Aucun mal à lui. On vient apprendre que Baïta Gro est décédé. Robert Baïta Gro était un rassembleur, selon les membres de la famille. C'est un rassembleur, c'est notre aîné. Il est toujours à notre écoute. Et il intervient quand c'est nécessaire. Donc vraiment, on a perdu quelqu'un. Et aussi un excellent époux. Un époux merveilleux, un époux généreux. Il était tendre, il m'aimait beaucoup. Autodidacte, Robert Baïta Gro a consacré toute sa vie à la politique. En 1975, quand il était en France, il avait déjà créé le Parti républicain. À l'occasion du multipartisme en 1990, il a été légalisé. Et il fallait dire que c'est un républicain, c'est un légaliste, Baïta Gro. En août 1990, Oufoué a convoqué tous les leaders politiques pour le Conseil national que la gauche ivoirienne avait réclamé. Baïta Gro était du côté d'Oufoué pour dire qu'il y a une constitution qui est déjà en place, donc on ne peut pas encore déranger les règles qui sont déjà introduites. Il n'y a pas de Conseil national. Et Baïta Gro est resté toujours dans la légalité. Et nous, on a été formés politiquement dans cette légalité. Au cours de sa dernière apparition télé, à la date du 19 avril 2018, Robert Baïta Gro laissait un message pour la nouvelle génération. Je ne désespère pas. Au contraire, je suis le plus heureux dans ma peau pour ce que j'ai fait dans le passé. Robert Baïta Gro, né le 31 mai 1946, quitte définitivement l'arène politique, laissant derrière lui une veuve et 7 enfants. La communauté Saint-Egidio a célébré hier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau son cinquantenaire. C'est une association de laïcs catholiques. Elle œuvre dans le social. C'est donc une célébration couronnant un demi-siècle au service des plus démunis et de la paix. Laurent Sacho, Issa Tionayeo. Une coupure de gâteau pour marquer le 50e anniversaire de la communauté Saint-Egidio. Festivité illustrée par messe, louange et adoration. La communauté Saint-Egidio est une association publique des laïcs de l'Église catholique qui, au fil des années, est devenue un réseau de communautés. Elle rassemble des hommes et des femmes de tout âge, unis par un lien de fraternité dans l'écoute de l'Évangile et dans l'engagement bénévole et gratuit pour les pauvres et pour la paix. En Côte d'Ivoire, cette communauté s'est investie dans divers services destinés aux plus démunis. Notre travail, c'est de construire des ponts de paix entre les hommes et les femmes de notre monde, entre les quartiers, quartiers riches, quartiers pauvres, entre les pauvres et les riches, entre les enfants et leurs parents, entre, je dirais, ceux que nous voyons très loin et ceux qui se disent qu'il est impossible de leur parler. Nous faisons ce qu'on appelle l'alphabétisation dans les quartiers, dans les bidonvilles. Et à partir de cette alphabétisation, nous trouvons des partenaires pour pouvoir souvent inscrire ces enfants-là à l'école. À cette occasion, le père célébrant, le cardinal Jean-Pierre Coutois, et ancien de la dite communauté, a invité les fidèles chrétiens à s'investir davantage dans ces actions de paix et de cohésion sociale. Dans l'Église universelle, le pape a confié à Saint-Egidio cette mission de travailler pour la paix. La communauté travaille d'une façon discrète, mais efficace. Et je lui confie, en plus du pape, en tant que cardinal de ce pays, je lui confie cette mission. Qu'elle travaille activement à amener les Ivoiriens à la cohésion, à l'unité et à la paix. Saint-Egidio est une communauté chrétienne née en 1968, au lendemain du Concile Vatican II, à l'initiative d'Andrea Riccardi, en Italie, à Rome. C'est aujourd'hui un mouvement laïque auquel participent plus de 70 000 personnes dans le monde. Il existe dans plus de 70 pays. En Côte d'Ivoire, c'est à Grand Bassam qu'il voit le jour en 1988.
À Bouaké, chrétiens et musulmans, ensemble pour la paix, le rassemblement chrétien du réveil prophétique et social africain et le présidium des pasteurs vient d'organiser un programme. Il est dénommé Chrétiens et musulmans de Bouaké, faites la paix, Kader Sogodogo. Musulmans et chrétiens fêtent l'unité et la cohésion sociale à Bouaké à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Une occasion pour les guides religieux d'exhorter les uns et les autres à cultiver la paix sans distinction de religion, car Dieu est synonyme de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et l'implication des leaders religieux est primordiale. L'unité entre les responsables des différentes communautés religieuses qui se développent est un message d'espoir pour la commune de Bouaké qui a tant souffert des crises successives. On veut relever le défi pour montrer à l'humanité tout entière que nous sommes en paix et que nous voulons que la paix. Et nous sommes d'accord pour ce que la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, la paix. Nous, chrétiens musulmans, que nous sommes ensemble. Donc nous devons prier pour la paix. C'est pour cela que vous avez vu de suite, les chrétiens ont prié, les musulmans ont prié. Tout le monde est aspiré à une seule chose, c'est que la paix, rien que la paix. La journée nationale de la paix est célébrée chaque 15 novembre de l'année. Une journée initiée le 7 mars 1996 par décret par l'ex-président Henri Konan Bédié. L'armée ivoirienne renforce ses capacités. Un exercice militaire tactique vient d'être mené dans la forêt classée d'Ania dans le sud de Comoé. Une manœuvre qui met en œuvre plusieurs scènes de combat. L'objectif est de s'adapter aux situations réelles de combat. Des détails avec Abou Sanogo. 5 sections, soit 166 personnes, 15 véhicules légers tout-terrain et plus de 3000 munitions à blanc mobilisées pour l'exercice tactique à Noisette dans la forêt classée d'Eyania, dans la région du Sud Comoé. L'exercice vise à mettre en lumière l'aptitude de l'officier de l'armée de terre à apprécier une situation déterminée et son aisance à transmettre les ordres à ses subalternes. Mettant en œuvre des incidents régulièrement rencontrés lors de combats réels tels que l'embuscade, les coups de main ou encore la réduction d'une résistance localisée. L'exercice a permis de contrôler l'habileté du chef de section à mettre en pratique les acteurs élémentaires du combat et de s'accommoder de la vie en campagne, milieu naturel du soldat. À Noisette consistait pour les troupes constituées en majorité de combattants à pied ou sur véhicules légers de répondre à la menace ennemie en interdisant le franchissement de l'axe Malamalakro, Maféré, Dibi, Akressi et Blanc-Noir à travers une contre-infiltration au nord de la zone, précisément dans la forêt classée d'Eyania. Les combattants se devaient donc de contrôler la zone dans un combat défensif sans recul. Forcing de barrage défavorable, bombardement d'ennemis en progression sur zone amie, réduction d'une résistance localisée ou encore évacuation de blessés sur la ligne de front. Les hommes se doivent de suivre un entraînement continuel pour une meilleure adaptation au théâtre des opérations. Un volet humanitaire, second point de l'exercice militaire marqué par la réhabilitation des salles de classe de l'école primaire publique d'Adaou. 700 hommes, femmes et enfants ont pu bénéficier aussi de soins usuels de la part de la chefferie santé de l'armée de terre. L'armée veut s'inscrire désormais dans le rapprochement avec les populations. Ceci pour démontrer aux populations que l'armée est véritablement à leur service et que c'est une armée républicaine. Une clé a été remise symboliquement par le général de brigade Julien Kwame au secrétaire général de la région du Sud Comoé, ainsi qu'un carton de médicaments de première nécessité. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique, le chef anti-Balaka Alfred Yekatom Rombo, extradé hier vers la CPI, un mandat d'arrêt avait été déposé contre lui le 11 novembre dernier. Rombo, comme il est surnommé, était un chef de groupe armé très craint. Il est poursuivi pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre décembre 2013 et août 2014 à Bangui et dans l'ouest du pays. Il avait été arrêté le 29 octobre dernier à l'Assemblée nationale après avoir sorti son arme dans l'hémicycle. Le tour de l'information en Europe et en Afrique. En RDC, l'opposition divisée. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe quittent l'accord de Genève. Le 7 sur 7, Laurence Achaud, Sidonie Davila.
Il aura duré moins de 24 heures dès le lendemain de la signature de l'accord de Genève, scellé par les 7 partis de l'opposition pour une candidature commune en RDC. Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social et Vital Kamerhe de l'Union Nation pour le Congo se retirent lundi. Raison évoquée, le refus de reporter leur voix sur Martin Fayulu, le candidat commun. En visite à Tokyo mardi, le vice-président américain Mike Pence déclare que les États-Unis vont négocier avec le Japon un accord commercial bilatéral. Depuis des années, le Japon résiste à l'ouverture des négociations bilatérales avec les États-Unis. Mais en septembre, à New York, le premier ministre japonais Shinzo Abe a fini par céder aux pressions de Donald Trump qui menaçait d'appliquer des tarifs douaniers sur les importations des véhicules japonais aux États-Unis. C'est acté, Lucie Milebou-Aubusson, présidente du Sénat au Gabon, assure l'intérim d'Ali Bongo à la présidence, le temps que le président Bongo se remette de maladie. La décision a été prise mercredi par les juges de la Cour constitutionnelle, évoquant les articles 9 et 16 de la loi fondamentale du pays. Selon les juges, ce pouvoir ne concerne que les affaires courantes. La première ministre britannique se bat pour faire passer le projet d'accord après les démissions de 4 membres de son gouvernement. Ébranlée par ces démissions en série, Theresa May a défendu jeudi, avec force, son projet d'accord de divorce avec l'Union européenne, faisant planer la menace d'un retour en arrière sur le Brexit si elle n'obtenait pas de soutien. La CIA estime que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a lui-même ordonné l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Cette information divulguée vendredi dans le Washington Post, le journal où collaborait le journaliste critique de Riyad, contredit les récentes affirmations du royaume saoudien qui a totalement dédouané le prince héritier. Plus de 2200 actions de gilets jaunes ont été recensées ce samedi dans toute la France, impliquant au moins 244 000 manifestants. Les gilets jaunes appellent à bloquer le pays pour protester notamment contre la hausse des prix des carburants. Le bilan de cette mobilisation inédite en France, 1 mort et une quarantaine de blessés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dont la coalition ne dispose plus que d'une très courte majorité au Parlement, a réaffirmé ce dimanche son opposition à la tenue d'élections anticipées. Par ailleurs, il annonce une dernière tentative pour convaincre ses alliés de se rallier à sa position. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Bonsoir.